Se dire qu'une personne morte peut vous contacter par téléphone paraît complètement dingue. Mais en fait, quand on cherche plus, on voit que ce n'est pas seulement une fiction, ça a l'air vraiment de se produire. En général, le premier truc qui vient pour expliquer ce genre d'histoire, c'est les bugs technologiques. Classique quand tu te voiles un peu la face parce que t'as envie de dormir le soir. Et en plus, ça date pas d'hier, d'après mes talents d'enquêtrice, les appels de personnes décédées remontent au moins à 1967. Mamie, lâche le bigophone et arrête de faire des blagues. Bon, allez, je traîne plus et je vous expose tout ça. La première histoire réellement intrigante que j'ai trouvée sur le sujet, c'est celle de Charles dans l'affaire Metrolink. On est en 2008, Charles a 49 ans et travaille pour une compagnie aérienne de Salt Lake City aux États-Unis. On est vendredi, il est 16h et il s'apprête à prendre le train pour aller rejoindre sa fiancée, dans la banlieue de Los Angeles. En passant au rouge, le train de Charles prend une voie unique sur laquelle circule déjà un autre train prioritaire. Ils vont entrer en collision et l'impact sera dévastateur. Il y aura 25 morts et 135 blessés. Sa fiancée, Andrea, est en route pour venir le chercher à la gare quand elle a entendu la nouvelle à la radio. Tout de suite, elle a été assez soulagée puisqu'elle a reçu un appel de Charles sur son téléphone. Après l'accident, en tout, c'est 8 personnes, toutes proches de Charles, qui ont reçu un coup de téléphone. Alors que les appels continuaient, il y avait vraiment de l'espoir qu'il soit toujours vivant et piégé dans les décombres du crash. Malheureusement, ils n'arrivaient pas à lui parler. Tout ce qu'ils entendaient en répondant à ses appels étaient des grésillements et des bruits parasites. Par contre, ils ont profité de l'occasion pour communiquer des messages d'encouragement. En tout, c'est 35 appels qui ont été passés au cours des 11 heures qui ont suivi l'accident. Bien sûr, les proches de Charles ont averti les services de secours afin de pouvoir lui venir en aide le plus rapidement possible. Les appels téléphoniques ont aussi rendu les secours optimistes car ils pouvaient signifier qu'il était toujours vivant. Ils n'arrivaient pas à le localiser, alors les équipes ont décidé de tracer les appels de Charles dans le but de le retrouver. Grâce à cette méthode, ils ont pu localiser son wagon. Ils ont découvert le corps de Charles sans vie 1 heure seulement après le dernier appel téléphonique. Il y a plusieurs éléments très troublants dans cette histoire. Le premier, c'est que le médecin légiste a indiqué que Charles était décédé sur le coup de l'accident, ce qui veut dire que les appels ont été passés alors qu'il n'était plus en vie. Le deuxième élément troublant, c'est que le téléphone de Charles, qui on le rappelle a servi à sa localisation, n'a jamais été retrouvé. Aussi, l'accident a eu lieu à 16h22 et le dernier appel a été passé à 3h28, soit 11 heures après l'accident. Or, on sait tous que les batteries de téléphone ne tiennent pas aussi longtemps. Enfin, aujourd'hui peut-être, mais là, on est en 2008. Non mais à quoi ressemblait la société en 2008 ? Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. Bref. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? En vrai, il est possible que le téléphone ait été endommagé, trop pour le retrouver et qu'un bug lui a fait passer des appels tout seul. C'est ma hantise que mon téléphone appelle des gens comme ça tout seul alone. Ah, j'aime pas ça. On ne peut pas négliger cette piste, mais tout de même, le fait qu'il a appelé des amis, de la famille et que les appels aient cessé 1 heure avant sa découverte, soit dès que les secours aient plus ou moins localisé son wagon, c'est assez perturbant. Mais ce qui est vraiment troublant, c'est qu'il n'y a plus eu d'appel après sa découverte. Peut-être qu'il a cherché à dire à ses proches de ne pas s'inquiéter ou au revoir. Comme les équipes de secours ont pu retracer les appels pour localiser son corps, peut-être que Charles les a simplement conduits à lui. On ne sait pas et on ne saura sûrement jamais. Mais je dois avouer que c'est suffisant pour me mettre le doute. Vous croyez que c'est fini ? Eh ben non. No, God! Le dernier élément surprenant de cette histoire, c'est la cause de l'accident du train. On en a parlé rapidement, 2 trains se sont rentrés dedans, le Metrolink de Charles et un train de marchandises en face. Les enquêteurs pensent que le conducteur du train Metrolink est responsable de l'accident car il ne s'est pas arrêté à un feu rouge. Il est probable qu'il ait été distrait par son téléphone et trop occupé à envoyer des SMS pour marquer son erreur. En effet, le dernier SMS envoyé par le conducteur s'est produit 22 secondes avant l'impact. C'est si fréquent d'être appelé par un mort qu'une étude sérieuse a été réalisée sur le sujet à la fin des années 70. Un gâteau venant jamais sans sa petite cerise, leurs travaux ont récemment été poursuivis par un docteur en psychologie au Royaume-Uni. En gros, dans ce type de recherche, il y a 3 fausses pistes. Les personnes qui mentent ou malveillantes, celles qui imaginent, c'est-à-dire qui sont tellement tristes qu'ils croient entendre des choses alors qu'il n'y a rien, et enfin les bugs et autres problèmes techniques. Pour le cas de Charles dans l'accident de train, c'est clairement le dernier point qui sème le doute. En effet, les appels ont bien eu lieu et ont permis la localisation du corps. Donc, pas de mensonge. Il n'y a pas eu de conversation, donc leur imagination n'entre pas en jeu. Mais ce n'est pas la seule histoire réellement troublante. Dans les ouvrages qu'on a vus, on en a trouvé plusieurs et notamment celle-ci. C'est l'histoire de Michelle, elle est vendeuse téléphonique démarcheuse. C'est quand on appelle des gens pour leur vendre toutes sortes de choses, comme des fenêtres ou des radiateurs. Elle raconte qu'un jour, elle a passé un appel de vente en Pennsylvanie, et elle a indiqué que ça commençait comme n'importe quel autre appel de ce type. Bonjour, est-ce que je peux parler à monsieur ou madame B ?
C'est une femme qui décroche et qui s'identifie comme étant Madame B. Donc Michel continue sa présentation et s'avance normalement. Elle semblait très intéressée et elle posait beaucoup de questions. Mais quand Michel arrive à la prise de décision, enfin à l'achat, la dame a rapidement arrêté Michel en insistant sur le fait qu'elle devait d'abord parler à son mari. Du coup, Michel essaie tout de même de forcer un peu, mais ça ne fonctionne pas. Madame B lui raconte rapidement que depuis sa retraite, son mari passe beaucoup de temps à la pêche, et que du coup, c'est pas facile de le contacter. Elle dit à Michel qu'il serait mieux d'essayer tôt le matin avant qu'il ne parte pour son passe-temps favori. Donc le lendemain matin, Michel rappelle et M. B a bien répondu au téléphone. Elle se présente de la manière habituelle et explique qu'elle a parlé à sa femme la veille et que sa femme lui a suggéré d'appeler à cette heure-là pour conclure la vente. Et là, c'est le choc pour Michel, puisqu'il lui répond qu'il ne sait pas à qui elle a bien pu parler car sa femme était décédée. Puis, il a rapidement expédié l'appel en raccrochant. Ici, on peut éliminer le problème technique. La dame s'est bien identifiée comme étant Madame B et a indiqué une heure où le mari serait dispo. On peut aussi éliminer la tristesse puisque Michel ne les connaît pas. Enfin, il reste le mensonge, c'est ça le plus gênant dans ce genre d'histoire, c'est qu'on n'a pas toutes les planètes qui peuvent s'aligner pour dire « Ah, c'est bon, là j'ai la preuve, j'ai raison ». On peut dire que Michel n'a pas vraiment de mobile à mentir puisqu'on est dans les années 70, il n'y a pas encore internet et donc pas vraiment de moyen de tirer profit de ce genre de choses. Le but de l'enquête du livre, c'était d'avoir des faits et non des mensonges. Dans un autre cas hyper étrange sortant de ce livre, il y a aussi cette histoire. On est en 1969, Karl a loué un chalet sur la côte pour son week-end où il y avait un vieux téléphone à l'ancienne à l'intérieur. Un téléphone qui est vieux en 1970, ça donne ça. Le soir, à sa grande surprise, il a commencé à sonner vers 23h. Il a essayé d'ignorer la sonnerie, mais finalement, agacé, il a répondu. Il décroche, il a entendu son père dire « Ah, te voilà Karl, ta mère va essayer de te joindre, appelle-la, elle a un message pour toi. » Du coup, Karl lui propose de parler à sa mère directement, mais son père lui répond qu'il ne peut pas car il n'est pas avec elle. Karl lui demande alors d'où son père l'appelle. À l'époque, pas de téléphone portable, juste un fixe, alors c'est vrai que c'est un peu étrange, mais son père lui dit « C'est un très bel endroit, n'oublie pas d'appeler ta mère, au revoir Karl. » Le lendemain, Karl a découvert que le téléphone antique de sa chambre ne fonctionnait pas, n'avait jamais fonctionné, avait été acheté comme décoration et n'était même pas connecté. Lorsque Karl a finalement réussi à joindre sa mère en rentrant du week-end, elle a dit qu'elle avait désespérément essayé de le joindre pour lui dire que son père était mort d'une crise cardiaque vers 23h la veille. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on a un téléphone qui n'est même pas branché. Déjà, c'est un peu plus creepy. Puis Karl ne pouvait pas être triste puisqu'il n'était pas encore au courant que son père était décédé. Du coup, il nous reste que le mensonge. Bon, ils vont pas tous mentir quand même, c'est quoi l'intérêt ? En faisant cette vidéo, j'ai lu tellement de témoignages de personnes qui disaient avoir été appelées par un mort que je ne sais plus trop quoi en penser. J'ai même lu dans un post Reddit qu'un directeur de funérarium racontait avoir reçu plusieurs appels de personnes paniquées après avoir été contactées par un mort. D'ailleurs, petit rappel, un funérarium, c'est un endroit qui reçoit les corps de personnes décédées et c'est aussi là où se réunissent les proches avant les obsèques. En faisant des recherches, j'ai aussi trouvé l'inverse. Des gens qui continuent de payer l'abonnement téléphonique de quelqu'un qui est décédé pour pouvoir faire comme si l'autre était encore vivant, entendre sa voix dans le répondeur et envoyer des messages. Du coup, je trouve ça étrange. S'il est possible pour les morts d'utiliser un téléphone pour communiquer, pourquoi ils ne le font pas quand certaines personnes tentent désespérément de garder le contact ? Pourquoi tous les morts n'essaient pas ? D'un côté, il y a tellement de cas que parfois je me dis qu'ils peuvent pas tous mentir quand même. Aussi, en général, quand on mène une enquête, on essaye de prendre les gens en flagrant délit. Pour les scientifiques, on reproduit des expériences. Mais le problème pour ces appels, c'est que c'est trop de manière aléatoire et imprévisible. Du coup, c'est impossible de prévoir et de pouvoir les étudier de manière scientifique. Après, si on vit dans une simulation, alors ce serait peut-être des bugs de l'algorithme, des glitches dans la matrice. C'est pas complètement impossible. C'est un putain d'algorithme, il y a une espèce d'algorithme de la vie. Faudrait que je fasse une vidéo sur les glitches. C'est assez incroyable en vrai. Ouais, je vais faire ça. Aïe, faudrait que je coupe ça au montage. Allô ? Au revoir.